Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Patrice Faure. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous venez de rentrer de Paris après les réunions organisées à l'initiative du gouvernement, réunions auxquelles vous avez assisté. Et beaucoup de Calédoniens, vous le savez, étaient un peu sceptiques avant ces réunions parisiennes qui se déroulaient en l'absence des indépendantistes. Finalement, est-ce que vous avez le sentiment que ces réunions ont été positives ? Écoutez, je le pense en tout cas, j'en suis quasi intimement persuadé. Je pense que après le scepticisme, on doit faire place à l'optimisme. Moi, je suis plutôt d'un caractère optimiste. Et donc, effectivement, même si on peut regretter, on le regrettera encore longtemps, l'absence d'une partie de celles et ceux qui conduisent la Calédonie, devraient rédiger avec les uns et les autres l'avenir de la Calédonie, était absent. Nous avons noté la volonté de celles et ceux qui étaient à Paris d'avancer de façon apaisée sur un projet concerté avec la société civile, avec les politiques, avec l'État, bien évidemment. Et donc, pour moi, je reviens avec l'impression que nous allons y arriver, même si, effectivement, mais comme a priori à chacune des phases de négociation, il y a des difficultés. Donc moi, je fais preuve d'optimisme plutôt que de scepticisme. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, s'y retrouvent bien, il y avait deux réunions à Paris. La première, c'était des bilatérales. À l'origine, il devait y en avoir avec les indépendantistes et avec les non-indépendantistes. Les indépendantistes étaient absents. Finalement, cette réunion bilatérale entre les non-indépendantistes, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, est-ce que ça servait à quelque chose ? Est-ce que tout n'avait pas déjà été dit entre eux ? Est-ce que l'État ne connaît pas parfaitement la position des non-indépendantistes ? Ben, le sujet n'est pas là. D'abord, l'État tient ses engagements. Nous avons une partie des élus calédoniens qui avaient demandé des bilatérales, l'organisation de bilatérales. Il avait été répondu que nous organiserions des réunions bilatérales. Ces réunions ont été organisées, elles ont été ouvertes à l'ensemble des partis. D'un côté, la partie indépendantiste, de l'autre, la partie loyaliste. Bon, force est de constater que seule la partie loyaliste s'est rendue à Paris pour cette bilatérale, mais cette bilatérale était importante parce qu'il fallait aussi que nous écoutions, que le gouvernement écoute ce que les uns et les autres avaient à dire. Et comme vous le savez, même si c'est, je veux dire, entre guillemets, le camp, même si j'aime pas du tout cette exception loyaliste qui était là, il y a parfois des dissonances ou des paroles qui sont légèrement différentes, et donc des courants de pensée. Et donc il était important pour le pouvoir central de connaître ces courants, cette tendance ou cette volonté commune d'aller sur un point d'arrivée. Premièrement. Deuxièmement, il ne vous a pas échappé qu'à l'issue de l'élection présidentielle et de l'élection législative, il y a eu la nomination de nouveaux gouvernements. Et donc, nouveau gouvernement, parfois nouveaux ministres. Et donc, on a besoin aussi, les ministres ont besoin d'avoir un contact en face à face avec celles et ceux qui font la Calédonie. Donc, il y a eu évidemment une bilatérale avec le camp loyaliste. Il y aura probablement d'autres bilatérales. En tout cas, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Nous sommes confiants sur ce sujet, mais il était important que ces bilatérales se tiennent. L'invitation de l'État a été faite. Elle est honorée pour une partie de celles et ceux qui font la Calédonie. Et je trouve ça également assez positif. C'était important pour les ministres que d'écouter, d'entendre. Et c'était important aussi pour nous de voir comment se forger cette volonté et cette parole d'un camp vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de l'État. Cette bilatérale qui devrait avoir lieu, qui pourrait avoir lieu avec les indépendantistes, on l'envisage à Paris ou est-ce qu'elle se déroulerait ici à l'occasion de la venue des ministres ? Possiblement, ça pourra se faire ici, hein, possiblement. Il n'y a rien qui l'interdit, bien évidemment. Une bilatérale, qu'elle se fasse à Paris ou ici, l'important n'est pas là. L'important, c'est que les gens se parlent et que les gens parlent librement pour évoquer leurs projets, leur position, leur posture. C'est important puisque pour construire à trois, il faut qu'on voit les trois. Et donc, c'est important que les gens se connaissent d'abord et puis que les gens se parlent surtout. Alors, le vendredi, c'était le temps fort de ces réunions avec la Convention des partenaires sous la présidence de la Première ministre Elisabeth Borne. Cette Convention des partenaires, c'est une nouvelle instance. Est-ce qu'elle a vocation à remplacer le comité des signataires et est-ce que ça veut dire que l'accord de Nouméa est clos puisqu'on met en place une nouvelle instance pour préparer la suite ? C'est un processus qui s'achève et donc en fait nous sommes dans une phase de transition. Effectivement, le comité des signataires, les signataires présents, Simon Louis-Cotte et Pierre Frogier étaient là et je les en remercie très vivement. Ils ont pris la parole
assez longuement d'ailleurs, ils se sont exprimés assez longuement. Il y avait avec eux, autour de cette table, évidemment, toutes les tendances qui étaient représentées et une petite nouveauté, la société civile, puisque la Première ministre avait aussi la volonté d'entendre le souhait de la société civile, puisque évidemment, on construit un projet pour un projet de société, non pas un projet qui est tourné pour un camp ou tourné pour l'autre, ou que pour les élus. En fait, c'est pour l'ensemble d'une population, donc il n'était pas anormal qu'autour de cette table, il y ait aussi une représentation de la société civile, qui d'ailleurs n'a pas fait débat à Paris et qui, convention des partenaires, s'est particulièrement bien déroulée. D'ailleurs, tout le monde a eu la parole, toutes celles et ceux qui étaient autour de la table ont eu chacun leur tour un temps de parole. Les représentants de la société civile ont trouvé leur place parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer des politiques, des ministres, la première ministre. Ils ont pu s'exprimer, faire part de leurs souhaits. Écoutez, ils ont exposé ce qu'était leur vision. Hein, c'est ce que nous attendions de cette convention des partenaires, c'était d'entendre chacune des parties, chacune des volontés, chacune des ambitions, chacun des programmes parfois. C'est intéressant de se forger une idée, une philosophie de ce que veulent les uns et les autres pour voir où sont les dissensions, les points d'accroche, mais aussi les lieux de recouvrement entre les projets des uns et des autres. Parce que pour construire, il faut qu'on trouve évidemment des points de cohérence ou des ambitions partagées pour que nous arrivions à un consensus. Donc il était important que nous puissions en arriver là. Et cette première réunion a été, de mon point de vue, assez intéressante pour que la Première ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et le ministre délégué à l'Outre-mer, M. Carenco, puissent entendre l'ensemble des positions de ce qu'est la représentation calédonienne, des élus évidemment, et la société civile aussi. Alors à l'issue de cette convention des partenaires, la Première ministre a fait une brève déclaration, mais elle a affirmé que cette réunion marquait le début des discussions sur l'avenir institutionnel. Vous savez qu'il y a beaucoup d'impatience en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça veut dire que 10 mois après le 3e référendum, ça y est, les discussions sont vraiment ouvertes, on rentre dans le vif du sujet de la préparation de l'avenir? Mais écoutez, il y a eu 3 référendums. Je rappelle que c'est Kempaleta qui a demandé l'organisation des référendums, d'accord, que tout le monde connaît, l'accord de Nouméa et la conséquence de ces référendums. Et donc, il était la responsabilité de nos gouvernants de lancer le processus. C'était effectivement un point de départ. C'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et ce point de départ, c'était le 28 octobre, autour de la Première ministre, comme ça s'est fait jusqu'à présent. Et c'était dans une ambiance plutôt calme, apaisée et constructive. 3 référendums, et ça a été réaffirmé à plusieurs reprises, un statut qui s'inscrit au sein de la République conformément aux résultats des 3 référendums. Ça n'a pas été remis en cause. Le sujet, il n'est pas tout à fait là. Effectivement, les 3 référendums n'ont pas été remis en cause. Pour autant, maintenant, on a rappelé également ce que comportait la Constitution, ce que nous voulions aller ensemble, où nous voulions aller ensemble, aller vers un nouveau statut qui fera l'objet d'un consensus. Et pour qu'il y ait ce consensus, il faut qu'il y ait des discussions. Pour qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des participants, l'ensemble des participants calédoniens. Nous sommes ouverts à tout et fermés à rien. Et donc nous devons discuter librement, de toute façon à ce que nous puissions construire ce beau projet qui est celui de l'accord post-accord de Nouméa. Alors pour ça, il y a ce qu'on retient de cette convention des partenaires, c'est une méthode, un calendrier. D'ores et déjà, est-ce que... on en parle depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est la date du référendum de projet qui avait été évoquée pour juin 2023? Est-ce que cette date est complètement oubliée puisque mi-2023, c'est le rendu des groupes de travail? Donc le référendum de projet, ce sera sûrement pas cette date-là. Probablement, en tout cas, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Darmanin, l'a dit devant la commission sénatoriale. Donc ça ne fait pas mystère. Effectivement, il n'y aura pas de référendum projet à la date imaginée initialement. Mais il y aura un référendum de projet, on peut penser que ça se terminera de façon comme ça. Enfin, qu'il faudra un référendum de projet. En tout cas, on n'a jamais dit le contraire. Alors, la Première ministre a également annoncé, confirmé le lancement de l'audit de décolonisation et du bilan de l'accord de Nouméa. On en est où? Vous aviez déjà eu l'occasion de nous en parler. Écoutez, ça avance, et à quoi ça va servir? C'est un peu la question qu'on se pose. Écoutez, je pense que ça va servir. Ça va servir à quoi? D'abord, sur l'audit de l'accord de Nouméa, ça va servir à factualiser les choses. Parce que dans ce beau territoire, parfois, tout est dit et son contraire.
sans jamais avoir des éléments chiffrés de données statistiques. L'évaluation est assez rare ici. Et donc je pense que l'évaluation est importante, parce que si on veut construire l'avenir de la Calédonie, si on veut permettre aux uns et aux autres, quelles que soient leurs tendances politiques, eh bien, de construire une économie, des institutions pérennes, viables économiquement, politiquement également, il faut que nous puissions avoir une vision exhaustive et factuelle, sans idée de critique malsaine. Voilà, il s'agit de dire, voilà, sur telle ou telle compétence, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous aurions pu faire, ce que nous n'avons pas fait, voilà ce qui était attendu, ce qui a été réalisé en bien ou pas assez bien, pas assez vite, pas assez loin. Il faut juste le dire pour que nous puissions en tirer des conséquences. Et puis que nous puissions évidemment regarder ce qui peut être mieux fait ou être fait, puisque ça n'aurait pu éventuellement ne pas être mis en place. Sur l'audit de la décolonisation, c'est une demande assez ancienne, qui est récurrente, qui avait été actée par 2 premiers ministres et qui n'a pas pu se mettre en place du fait de l'organisation des référendums. Donc on ne pouvait pas les faire de façon concomitante, bien évidemment. Et donc l'engagement de l'État, comme l'engagement de l'organisation des bilatérales, par exemple, sera tenu. Et les 2 cahiers des charges ont fait l'objet d'une validation avec l'ensemble des parties prenantes, puisque nous avons organisé des réunions de relecture s'agissant de l'audit de la décolonisation, puisqu'il avait fait l'objet en 2007 et 2018 déjà d'un accord. Nous avons fait donc 2 tours de table pour une relecture, en fait une remise à jour, il fallait changer quelques dates et quelques mots, ce qui a été fait dans une ambiance plutôt très conviviale et constructive, je souhaite le dire, et je souhaite remercier celles et ceux qui étaient autour de nous. Donc l'audit est finalisé. S'agissant de l'audit de l'accord de Nouméa, il est également rédigé il y a quelques semaines et validé en séance avec l'ensemble de celles et ceux qui étaient invités à le faire. Donc il y a un consensus pour ces deux rédactions et les marchés devraient être passés dès la semaine prochaine. En tout cas, j'ai tenu une réunion hier avec mes services pour que dès la semaine prochaine, nous puissions mettre en route ces 2 marchés publics. Alors, il n'y a qu'une chose encore qui reste à annoncer, ce sont les personnels qualifiés. Il y a 4 personnalités qualifiées qui doivent être invitées, justement, pour l'audit de décolonisation, par exemple. Et donc là, il y a toute une liste qui brasse un peu les tendances, mais aussi les compétences et l'appétence des uns et des autres. Et en fait, les administrations centrales et les cabinets ministériels sont en train de faire le tour de celles et ceux qui sont pressentis pour voir s'ils sont volontaires d'abord et s'ils sont disponibles ensuite. Et si tel était le cas, l'annonce de ces noms pourrait être faite assez rapidement. Sur les personnalités extérieures au territoire. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une date pour la remise de cet audit et de ce bilan ? Alors, on pense que sur l'audit de décolonisation, il pourrait intervenir d'ici la fin du mois de février et celui de l'accord de Nouméa plutôt fin mars, début avril. Voilà à peu près le calendrier dans lequel nous nous plaçons. Et ce seront des matériaux également pour les groupes de travail ou pour la préparation du statut? Bien sûr. L'idée vraiment, c'est de factualiser les choses et surtout de ne pas en faire un instrument politique. C'est pas l'objet du tout. C'est de faire une photographie à un moment donné, d'aller loin, et c'est pour ça que la rédaction était importante. Elle devait surtout être partagée, ce qui a été fait. Je remercie mon secrétaire général qui a organisé autour de moi l'ensemble de ces travaux, de façon à ce que justement on ne se pose pas des questions après en disant tiens, on regrette qu'on n'ait pas posé cette question, qu'on ne soit pas allé aussi loin. La rédaction se veut une rédaction utile, pertinente et qui aille un peu loin dans ce qui peut être vu, examiné et relaté de façon factuelle et apaisée. Alors l'autre méthode, et ce qui a été annoncé lors de cette convention des partenaires, c'est les fameux groupes de travail que vous êtes d'ailleurs chargé d'organiser. Alors on va parler avenir institutionnel, a annoncé la Première ministre, mais pas seulement. On parle aussi des sujets vitaux pour l'avenir des Calédoniens. Comment la liste a été élaborée des sujets vitaux pour l'avenir des Calédoniens? Et qu'est-ce qui l'a élaborée, cette liste? C'est les partenaires réunis autour de la table ou ça a été fait par l'État? Non, mais en fait, c'est la synthèse de ce que nous avons entendu à l'occasion des réunions. En fait, alors quand tel élu parle de tel sujet qui l'intéresse, tel autre qui parle de la partie foncière, par exemple, qui est un sujet de fond sur ce territoire pour le développement économique, ou en tout cas pour également régler ou aborder une partie des problèmes coutumiers. Voilà, c'est une rédaction entre guillemets administrative, une synthèse
entre guillemets administrative, de sujets qui ont été évoqués par les uns et par les autres, mais on n'est pas à la rédaction près, à la virgule près. La liste peut être allongée, les termes peuvent évoluer. Le sujet, c'est qu'il faut que ces sujets vitaux, justement, qui concernent monsieur, madame, tout le monde, soient traités. Parce qu'en fait, on construit un projet pour les autres et pas pour soi. On le construit pour une collectivité, pour une population et pas pour un ou deux élus ou un camp ou l'autre. Non, pas du tout. Donc en fait, il s'agit de pouvoir aborder l'ensemble des sujets pour que justement le projet serve la société et ne serve pas qu'une partie infime de la population. Alors pour l'instant, 8 groupes de travail qui ont été prévus, dont le premier qui concerne directement l'avenir institutionnel. Il est précisé que ça fera l'objet d'échanges dans un format politique ad hoc. Ça veut dire en fait que là, pour la question institutionnelle, c'est uniquement les responsables politiques, les élus qui seront concernés, qui seront autour de la table. Alors, il y a deux choses. Je m'attendais à cette question, bien évidemment. La première, c'est que les élus sont élus, donc ils sont légitimes puisqu'ils ont la faveur d'une majorité, d'une population, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas avec des gens élus par le peuple. Ça, c'est le premier sujet. Et s'agissant de l'institutionnel, il est normal que ce soit les politiques qui abordent ce sujet, bien évidemment. Pour autant, de la partie institutionnelle découlera bien évidemment d'autres sujets qui seront abordés avec d'autres, parce que on peut réfléchir sur le sujet institutionnel ou sur les institutions. On peut en parler pendant des jours et des semaines, mais en même temps, il faut aussi parler de comment va se nourrir, ou vont se nourrir ces strates institutionnelles, parce que c'est bien beau d'imaginer l'avenir en disant on maintient ou on ne maintient pas les provinces, on maintient ou on ne maintient pas le gouvernement, le pays, l'organisation institutionnelle telle qu'on la connaît, est-ce qu'on donne des pouvoirs ou de la fiscalité supplémentaire aux collectivités. Tout ça est bien beau, pour autant ça doit être financé. Et donc inévitablement, pour que ce soit financé, eh bien, comme le territoire dispose de la compétence fiscale, entre autres, eh bien, inévitablement du sujet institutionnel va découler un sujet économique. Et donc là, on se posera la question de savoir comment on dope l'économie, comment l'économie se remet en route, comment l'économie devient florissante, parce que si l'économie est florissante, évidemment, les rentrées fiscales seront florissantes, ce qui permettra de nourrir le territoire et de ne pas se poser les questions de savoir comment on emprunte ou on n'emprunte pas pour financer les institutions. Et donc, vous voyez bien que, effectivement, le sujet institutionnel relève du débat politique, c'est logique, c'est normal, mais en même temps de ce débat politique, bien évidemment, nous veillerons à ce qu'il y ait aussi un débat qui conduise à interroger celles et ceux qui font l'économie, celles et ceux qui, aujourd'hui, font en sorte qu'il y ait des rentrées fiscales, il y ait des rentrées des taxes qui nourrissent au quotidien celles et ceux qui sont payés pour justement organiser les services publics qui existent sur ce beau territoire. La question, le dossier brûlant, comme on dit, du corps électoral, ce sera abordé dans le groupe Avenir institutionnel, évidemment. Alors, les 7 autres groupes, égalité des chances et cohésion sociale, développement économique, emploi, grands investissements, nickel, c'est en soi même un sujet énorme. Est-ce qu'on a des pistes d'ores et déjà quand on connaît la situation des 3 usines métallurgiques de la Nouvelle-Calédonie? Alors, le nickel, comme ça a été annoncé à Paris, est un groupe de travail qui sera animé à Paris. D'accord, pour 2 raisons simples, c'est que d'abord les usines sont aux mains de groupes nationaux ou internationaux, d'accord, avec évidemment des volumes financiers qui sont énormes, avec des conséquences sur le territoire qui sont évidemment extrêmement importantes. Donc ce groupe de travail sera animé à Paris, mais bien évidemment avec les acteurs de terrain ici en Calédonie. C'est un sujet extrêmement épineux, important, structurant pour le territoire, notamment pour l'emploi. Et donc, évidemment, il fera l'objet d'une attention toute particulière. Je suis inquiet, comme vous le savez, de la situation que connaissent les usines de nickel aujourd'hui, parce que le surenchérissement de la production énergétique, notamment dû à un coût du charbon qui a été multiplié par 4, fait que même si le cours du LME, qui est aujourd'hui autour de 22 000 euros, alors même que le nickel se négocie entre 16 et 17 000 euros, et donc alors même qu'on imaginait, il y a 2-3 ans, on aurait dit à 17 000 euros, on aurait fait un pot, tellement on était content d'avoir un cours du nickel à ce niveau-là, mais le coût de l'énergie a tellement augmenté qu'en fait, malheureusement, ça ne suffit pas à équilibrer les comptes. Et donc là, vous comprenez bien que, comme l'ensemble des institutions, nous sommes inquiets sur le devenir de ces usines, qui sont fragilisées par une équation de la crise économique mondiale, qui conduit à ce qu'il y ait un surenchérissement majeur de l'équation énergétique, mais aussi un certain nombre d'autres facteurs qu'il faut aussi aborder
pour que ces usines soient viables sur le moyen et sur le long terme. Quand vous dites que ce groupe-là sera organisé, enfin se tiendra à Paris, c'est-à-dire que ce sont des spécialistes de la question des minerais, des économistes, Tout à fait. qui Ce travaillent sont des autour. gens qui ont une expérience de la négociation de ces sujets et d'aborder ces sujets au niveau international, puisque c'est certes le nickel est ici en Calédonie, c'est une chose. Pour autant, tout ce qui est minier, tout ce qui concerne le minier, est à aborder au regard de ce qui se fait dans le monde, notamment en termes de pertinence du coût de l'énergie, par exemple, qui fait on est performant ou on ne l'est pas. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, s'agissant du nickel, avec un coût du charbon qui est excessivement cher, nous ne sommes plus compétitifs. Et donc là, il faut peut-être trouver des solutions autres. En tout cas, il faut que nous regardions quel est le meilleur schéma. Et puis comment on peut aider ce territoire justement à faire en sorte que ce nickel puisse nourrir aussi l'économie du territoire et les institutions. Alors parmi les autres thèmes, il y a la souveraineté énergétique et la transition écologique, qu'on voit à peu près ce que ça recouvre, souveraineté alimentaire et foncier, là aussi gros thème, et puis alors valeurs, identité commune et réconciliation. Ça, on a l'impression que c'est assez lié en fait à l'avenir institutionnel, non? Oui, mais tout est lié. Ici, si les gens se réconcilient pas, on pourra régler un problème économique, un problème politique. Pour autant, on va continuer, excusez-moi du terme, mais de se faire un peu la gueule entre les uns et les autres. L'idée, c'est d'aborder tous les sujets, parfois des sujets qui fâchent, parce que moi, je ne me mets pas dans la posture de bon, on va pas aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui fâche, on va le laisser au successeur. Non, en fait, il faut aborder tous les sujets en transparence, dans le calme et la sérénité. Et peut-être que, s'agissant de la réconciliation, ce groupe de travail dépassera largement l'agenda qu'on peut imaginer ou dans lequel se placeront les négociations. L'idée, c'est que nous arrivions à un moment ou à un autre à réconcilier les populations qui en ont parfois besoin et qui en expriment en tout cas le souhait pour beaucoup. Donc ce sont des sujets qui ne sont pas tabous, en tout cas de mon point de vue, qui ne sont pas tabous, qui doivent être abordés de façon à ce que justement nous puissions apporter des solutions sur le court, le moyen et surtout le long terme à des problèmes de fond, des problèmes de culture et des problèmes de cohésion de l'ensemble du territoire et des populations qui y habitent. Et le dernier groupe de travail évoqué pour l'instant, c'est donc intégration et rayonnement régional, mais vous nous disiez la liste n'est pas exhaustive, elle peut être complétée. Tout à fait. Vous êtes chargé d'organiser ces groupes de travail. Comment est-ce que vous allez faire? Quel est votre calendrier maintenant? Ah bah écoutez, je suis arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Dès le mardi et hier encore, nous étions avec mon secrétaire général en train d'y travailler. La semaine prochaine, nous allons rencontrer les uns et les autres, ceux qui ont participé aux réunions parisiennes, ceux qui n'ont pas participé aux réunions parisiennes, de façon à évoquer très librement ces sujets, voir si les libellés conviennent ou pas, si on a oublié des thématiques, ce qui est possible, si la synthèse qui a été faite ce jour-là n'est pas complète, eh bien nous la compléterons. Il s'agit de se mettre d'accord déjà sur, grosso modo, le fond ou les thématiques, et puis comment on le fait, avec qui on le fait. En tout cas, pour la partie État en Calédonie, il y aura un membre du corps préfectoral par groupe de travail. D'accord. Il y aura aussi un haut fonctionnaire qui devrait être détaché auprès de moi pour m'aider et m'accompagner dans la gestion de ce dossier qui est lourd, évidemment, parce qu'il faut continuer à faire vivre le territoire, et donc je ne peux pas faire à peu près tout en même temps, et donc j'ai besoin évidemment d'un appui, donc qui sera ici. Nous bénéficierons ici d'une équipe au sein des ministères, donc il y aura une personne ressource par ministère qui sera désignée afin de répondre dans des délais assez brefs aux questions que nous pouvons nous poser, que nous poserons inévitablement, quand je dis nous, c'est nous au sein de chacun des groupes de travail, de façon à ce que nous ayons des réponses et que nous puissions avancer. Donc une équipe référente à Paris, une équipe dédiée ici, et puis nous allons voir comment nous allons faire pour demander la participation des uns et des autres à ces tours de table, mais nous l'avons fait dans d'autres circonstances et j'imagine que nous y arriverons assez rapidement pour cette circonstance particulière et essentielle au développement du territoire. Et pour ces groupes de travail chez les Calédoniens, ce sont à la fois des politiques, enfin des élus et des personnalités de la société civile, là aussi, des membres... Écoutez, quand il s'agit d'un sujet politique, il sera traité par les politiques. Quand il s'agit d'un sujet plus ouvert,
mais dans lequel il y a toujours du politique, puisqu'en fait, quand on a la compétence fiscale, typiquement, on ne peut pas parler de développement de l'économie sans qu'on parle aussi de fiscalité, bien évidemment, puisque l'un se nourrit de l'autre et vice-versa. Et les services publics aussi se nourrissent évidemment de l'abondement des finances du gouvernement. Donc, c'était extrêmement important que nous allions avec celles et ceux qui traitent de ces sujets de façon prégnante ou connexe. Et donc, la participation au sein des groupes de travail, d'abord qui pourra être évolutive, parce que rien n'est fermé, tout est ouvert. Et ça, nous le ferons ensemble. Mais je ne veux pas avoir d'idées préconçues, de listes préconstruites, avant même que nous ayons vu l'ensemble de celles et ceux qui, nous l'espérons, seront avec nous pour construire la Calédonie de demain. Alors la conclusion de ces travaux, des travaux de ces groupes de travail, c'est pour la mi-2023. On revient au calendrier. Ils sont souvent très difficiles à tenir hein, en Nouvelle-Calédonie. On fixe des dates et puis souvent on les dépasse. Là, c'est impératif, la date de une idée, mi-2023. c'est une idée. Effectivement, on va essayer de se donner comme objectif mi-2023. On n'est pas à 15 jours ou un mois près. Pour autant, il y a des élections en 2024, comme vous le savez. Ça, c'est le premier sujet. Mais il y a aussi il y a eu une prolongation des contrats de développement jusqu'au 31/12/2023 et qu'en 2023, nous devons travailler au contrat de développement 2024 et les années suivantes. Mais vous comprenez bien que les contrats de développement, ils devront être dans la droite ligne des projets, du processus et des ambitions qui seront portées dans le prochain accord. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que nous ayons un agenda qui soit construit, un peu dynamique, parce que nous devons aussi construire en même temps ce que seront les contrats de développement d'à partir du 1er janvier 2024. C'est pour nous important, et puis c'est aussi pour l'État extrêmement important de savoir où nous irons et sur quel domaine prioritaire nous irons, dans quel agenda. Et ça se construit aussi parce que ça se prévoit, ça s'inscrit dans des lois de finances, ça s'inscrit dans une volonté commune d'aller à un endroit précis. La transition énergétique, quel est l'agenda, comment on le fait, avec qui on le fait, mais la transition énergétique, typiquement, ne peut se faire que si nous avons résolu, ou en tout cas mis en place, une stratégie sur le nickel, sur la vision partagée que les uns et les autres peuvent avoir sur le nickel et les usines, puisqu'il serait quand même un peu fou de dire on va construire un outil de production énergétique décarboné qui fait X milliers ou millions de mégawatts, alors même qu'on ne sait pas ce que sera ou pourrait être la consommation énergétique. Et donc, plutôt que de faire baisser les coûts, on pourrait, en cas de surproduction, avoir des coûts qui soient bien plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas notre volonté. La volonté, c'est qu'il y ait une cohérence. Tout ça se construit patiemment, avec tout le monde, en écoutant les uns et les autres, dont c'est souvent leur compétence d'ailleurs. Mais en même temps, il ne faut quand même pas oublier qu'une bonne partie est financée aussi par le contrat métropolitain. Et donc, nous devons tous faire ensemble et faire en sorte que la colonie se construise bien, avec une vision de moyens, de court, de moyen et de long terme. C'est ce qui est important parce que ça permet aussi, en linéarisant par exemple la commande publique, en ayant une ambition pour le territoire, en ayant des projets, ça permet aussi la linéarisation de l'emploi, mais aussi de la formation, pour éviter ces pics et ces creux qui sont destructeurs. Quand il y a un pic et un creux, quand on construit une usine, il y a un pic d'activité, puis après il y a un énorme creux d'activité qui conduisent à ce que des filières de formation disparaissent, alors même qu'on pourrait en avoir encore besoin, de l'emploi disparaissent également, alors même que ce territoire, qui a une population assez restreinte, de 170 000 habitants, c'est l'équivalent d'un arrondissement, mais il a besoin aussi de stabilité, de perspective, de façon à ce que justement les entreprises sachent où elles vont, comment elles le font et avec qui elles le font, et que les institutions puissent justement apporter leur écho et leur participation et l'accompagnement à la formation par exemple. Les contrats de développement, ça dépendra également, j'imagine, de la répartition des compétences qui aura pu être décidée, notamment savoir quelles sont les compétences qui resteront ou qui seront réattribuées aux provinces. Mais tout à fait. Donc vous voyez bien que tout ça est cohérent, et c'est pour ça que, sans vouloir nous inscrire dans un agenda à marche forcée en se disant voilà, c'est le 1er juillet 2023, etc. C'est pas l'habitude d'être, en tout cas, c'est pas la façon de faire ici. Pour autant, on a quelques contraintes qui nous conduisent à nous dire qu'il faut qu'ensemble nous y allons franchement et que nous disions tout
franchement, et que nous réalisions, pensions, imaginions, construisions ensemble un projet, parce que ce projet, il a des conséquences pour la société, il a des conséquences pour l'économie, il a des conséquences pour l'emploi, il a des conséquences pour la fiscalité, bien évidemment, puisque s'il y a moins d'emplois, il y a moins de fiscalité, parce qu'il y a moins d'industrie, il y a moins de commerce, et donc tout ça est lié, et on revient à la question que vous me posiez tout à l'heure, sur qui, pour le groupe institutionnel, l'avenir institutionnel, eh bien, c'est forcément les élus. Mais de ce groupe de travail, on en déduira d'autres groupes de travail qui font partie des 7 ou 8 qui suivent sur le développement de l'économie, sur le renforcement du développement économique, sur tout un tas de choses qui font que le territoire est cohérent et que nous travaillons pour toutes et tous ici en Calédonie. Il faut aussi prévoir la date, enfin la période de la révision constitutionnelle. Donc il y a vraiment tout un calendrier qui va s'étaler jusqu'en mai 2024 ou... Dans tous les cas, il y a cette ambition politique que portent les Calédoniens, d'un côté ou de l'autre, voilà, et qui est également relayée par le gouvernement central. Volonté d'aboutir à un projet politique, à un vrai projet. Une fois que le projet politique sera arrêté, et qu'aura fait l'objet d'un consensus, puisque c'est quand même le moyen de décision qui s'impose ici, il viendra le temps administratif, effectivement, avec très probablement une loi organique, etc. Et puis, évidemment, et dans le même temps, nous travaillerons à la révision constitutionnelle, qui est un élément essentiel, dont on ne pourra pas se passer, mais qui se travaille, qui se prépare. Et c'est pour ça que vous voyez bien qu'on revient à l'avenir constitutionnel, institutionnel, et au consensus dont on aura besoin. Si consensus il y a en Calédonie, il y aura un consensus au niveau national, donc l'affaire sera aisée. Et donc c'est pour ça qu'il s'agit de se presser, mais pas de se précipiter, de faire ça dans l'ordre, dans le calme et la sérénité. Alors à la fin du mois, le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé des Outre-mer viennent en Nouvelle-Calédonie. Ils doivent notamment installer ces groupes de travail. Ce sera aussi l'occasion de renouer le dialogue pour du bon, si on peut dire, avec les indépendantistes, de les ramener autour de la table. C'est l'un des objectifs de cette visite ministérielle. Écoutez, le projet de programme est à l'étude. Nous avons reçu cette nuit quelques instructions sur ce que pourrait être le programme. Donc nous devons le construire avec mon directeur de cabinet et l'ensemble du cabinet. Nous allons le faire ce week-end. Bien évidemment, quand un ministre se déplace, le ministre il parle à tout le monde, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, les ministres en venant ici renoueront le dialogue avec ceux qui n'étaient pas à Paris, bien évidemment, et puis avec l'ensemble de celles et ceux qui font que le territoire est un beau territoire, qui est dynamique et qui s'inscrit dans une perspective positive. En tout cas, je veux le croire. Quand il réclamait des bilatérales avec l'État, les indépendantistes voulaient parler du transfert des compétences régaliennes. Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour aujourd'hui? Est-ce que c'est un thème qui peut être abordé encore? Dire qu'on n'en parlera pas, ce serait nier qu'il puisse y avoir un débat. Donc, que les gens veuillent parler des compétences régaliennes, chacun a le droit de parler des sujets qu'il veut avec les autorités ministérielles. Et je pense que les ministres sont ouverts à la discussion. En fait, il n'y a aucune raison que nous n'en parlions pas. Pour autant, tout ça fait partie justement des discussions dans le cadre de l'avenir institutionnel. Maintenant, pour pouvoir être entendu, il faut pouvoir en parler. Et donc, on peut penser que le débat est clos par les 3 référendums, puisque le transfert des compétences régaliennes était l'une des variables d'ajustement à l'issue des 3 référendums. Dire ça, c'est aussi fermer la porte. Je pense que la porte doit rester ouverte. Je me rappelle d'une compétence qui a été transférée, qui a été recentralisée, c'est la pénitentiaire. Typiquement, pendant un temps, la pénitentiaire avait été retransférée et puis elle a été recentralisée. Bon voilà, mais je dis ça et je dis rien. Ce sont des compétences d'État, bien évidemment. Pour autant, les choses sont aujourd'hui inscrites dans ce qu'est l'accord de Nouméa. Maintenant, l'accord à venir est à construire et ce n'est pas à moi à dire ce qu'il y aura dedans, puisque nous ne sommes pas encore vus tous globalement pour en parler. Encore un mot, monsieur le commissaire, sur la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. On sait qu'elle est très délicate. Est-ce que ça a été abordé à l'occasion de ces discussions parisiennes ou non? Il y a des questions de prêts, d'aides nécessaires pour boucler un certain nombre de budgets. Est-ce que c'est un thème qui a pu être abordé ou... Non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait personne pour en parler. C'était pas l'objet. L'objet, c'était l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne s'agissait pas de parler du moment de la Calédonie. Évidemment, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer
délégués de l'Outre-mer rencontreront M. Mapou lorsqu'ils se rendront en Nouvelle-Calédonie. Et j'imagine que M. Mapou voudra parler évidemment de ce sujet extrêmement important pour lui, pour le gouvernement et la Calédonie. Mais c'est une séquence un peu différente. Ça aurait pu être l'occasion d'en parler sur un sujet ou une rencontre dédiée à ce sujet-là. Mais la Convention des partenaires était là pour parler de l'avenir et de comment on allait construire l'avenir. Et vous voyez bien que tout ça est lié quand même, puisque sur le groupe de travail Avenir institutionnel, on en revient toujours à construire des institutions, les maintenir, les multiplier, les allonger, les réduire, etc., qu'on dit à ce qu'on puisse les financer. Et donc de cela, on doit également, évidemment, parler sur l'ensemble des domaines, que ce soit le domaine économique, soit le domaine également des statuts des uns et des autres. Et puis, disons-nous, il faut se le dire aussi, de comment on peut nourrir le territoire, en tout cas chacune des institutions, avec ou pas de la fiscalité propre, par exemple, pour les communes qui l'ont demandé à l'occasion de la Convention des partenaires. On retient donc le lancement des discussions sur l'avenir et que vous êtes plutôt optimiste après ces 2 jours de réunion à Paris. Un, c'est ma nature. Deux, je pense que ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici et je sais, j'ai appris qu'il y a les postures, puis la réalité des hommes et des femmes qui, en tant qu'élus, en tant que partenaires économiques, ont aussi une volonté intrinsèque de faire de ce beau pays un territoire proactif avec une économie florissante et s'inscrire dans un avenir radieux au sein de l'ensemble de la zone, de la région Pacifique. Donc je me dis qu'il ne manque pas grand-chose pour que tout ça réussisse. Il faut juste qu'on se mette autour d'une table, que la parole soit libre, que les gens discutent, que les gens aient envie de trouver un consensus, et je n'imagine pas que nous puissions ne pas y arriver. Je leur fais confiance. Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation ce midi.